La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Claude Goasguen. Monsieur le Premier, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, depuis ce matin, on est quand même éberlué en écoutant les radios et les télévisions, parce qu'on a le sentiment que vos ministres et vos quelques camarades qui vous soutiennent à l'intérieur de l'Assemblée nous disent que vous avez obtenu un vote de confiance décisif comme vous l'avez demandé vous-même. Or, tout de même, quand nous regardons les chiffres, nous sommes un peu impressionnés parce que vous étiez parti en 2012 d'un bloc de gauche de 340 députés et puis un vote de confiance il y a quelques semaines, 306. Hier, vous avez eu 261 voix de députés de gauche. Alors, évidemment, si ça représente un véritable vote de confiance décisif, je vous signale que vous êtes dans une majorité relative, ce qui est la première fois dans l'histoire de la Ve République, puisque la majorité relative de M. Rocard, au moins, avait le bénéfice, lui, d'avoir été désigné comme tel. Vous voilà passé d'une majorité absolue à une majorité relative, et nous allons avoir fort à faire avec la loi de finances lorsque les sessions arriveront. D'ailleurs, comment est-ce qu'on pourrait vous croire? La vérité est là. Écoutez, vous nous aviez dit déficit prévisionnel en 2013 3,6. On a eu 4,3. Il y a trop de bruit, on écoute en 2014, c'était 2,8. Ça fait 3,8. Tout le monde, personne ne vous croit plus dans ce pays. Consommation des ménages, moins 3%. Agence de notation, non. Au comité des finances publiques, non. Cour des comptes, sceptique. En réalité, Monsieur le Premier ministre, vous citez souvent Mendès France. Est-ce que vous arriverez à tenir, comme Premier ministre, autant de temps que Monsieur Mendès France, c'est-à-dire, je vous le rappelle, 232 jours? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Goasguen, vous ne pouvez pas savoir le plaisir que ça me fait de vous répondre. Parce que je pense à notre dernier échange ici dans cet hémicycle. Vous me trouvez en forme, je vous trouve resplendissant, donc nous pouvons engager enfin le débat. Monsieur Goasguen, ce qui compte, ce sont les voix qu'un gouvernement sur un texte ou une déclaration obtient. Il y a un mois, j'ai été nommé Premier ministre. Et en 5 semaines, nous avons engagé et le pacte de responsabilité et de solidarité qui était au cœur de ma déclaration de politique générale et 50 milliards d'économies à la fois pour financer le pacte et pour réduire nos déficits. En 5 semaines, nous avons obtenu par 2 votes la feuille de route pour le quinquennat du président François Hollande. Et c'est pour cela que j'ai parlé, après la défaite que nous avons subie aux élections municipales, le débat qui a lieu, et c'est normal, vous avez bien des débats, nous avons aussi des débats, et ils sont normaux, ils sont logiques au sein d'une majorité qui a été touchée, secouée par ces élections municipales et par l'interpellation des électeurs dont beaucoup de parlementaires, tous les parlementaires, évidemment, se sont fait l'écho. Mais notre stratégie, et c'est ça l'essentiel parce que nous devons être tournés vers les Français, vise à une seule réussite, la réussite de la France et des Français. Et c'est la cohérence de ce que j'ai présenté à la fois à l'occasion du discours de politique générale et encore hier. Tonifier la croissance par la réduction du coût des entreprises, soutenir la compétitivité, soutenir l'attractivité de notre pays. Nous n'avons pas d'autre choix. Notre pays a décroché au cours de ces dernières années, de ces 10 dernières années, nous n'avons pas d'autre choix que de soutenir notre économie et nos entreprises. Réduire les déficits qui asphyxient notre économie, les réduire par les économies qui sont indispensables, je l'ai rappelé hier, et nous tiendrons nos engagements. Pas seulement nos engagements européens, mais nos engagements pour nous-mêmes. Et c'est ce que nous devons aux générations qui viennent. Nous ne pouvons pas vivre
au-dessus de nos moyens et nous ne pouvons pas vivre avec la dette que notre pays connaît depuis des années et dont chacun a sa part des responsabilités et dont vous aussi, vous avez pleinement votre part de responsabilité. Soutenir le pouvoir d'achat, à la fois des salariés les plus modestes, mais aussi par une baisse des prélèvements obligatoires et enfin engager les réformes nécessaires, celles de l'État, des collectivités territoriales, de notre système de santé, par la transition énergétique et faire face aux grands défis de l'avenir et je pense notamment à celui du numérique. Il y a là une cohérence et c'est ce vote qui a eu lieu hier. Chacun, je l'ai dit, fait face à ses responsabilités, la majorité comme l'opposition. J'ai reçu encore hier mandat pour poursuivre et moi je veux convaincre tous ceux qui se situent dans la majorité, tous ceux qui se réclament de la gauche, mais tous ceux qui, sur ces bancs, n'ont qu'une seule idée, le redressement du pays et répondre à l'attente des Français. C'est le mandat que j'ai reçu hier et c'est ce mandat, avec la détermination qui est la mienne, celle de mon gouvernement, la confiance du président de la République et la confiance de la majorité, nous allons poursuivre ce chemin. Il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'autre choix. Les Français nous regardent. Je remercie ceux qui ont voté pour moi hier. Je remercie ceux qui, sur tous les bancs, ont à la fois souligné la nécessité de trouver un terrain d'entente sur un certain nombre de sujets, sur les collectivités territoriales, sur la réduction de nos dépenses publiques, parce que je pense que nous sommes dans un de ces moments clés de notre pays où c'est l'intérêt national et l'intérêt des Français qui nous obligent au dépassement. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Frédérique Massat. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie. Au cours de la décennie 2002-2012, la France a perdu 600 000 emplois industriels. L'abandon de la politique industrielle, l'absence de vision stratégique, la résignation, la passivité face à l'effritement de notre tissu industriel ont conduit à cette calamité. Cette situation, notre majorité pense qu'elle n'est pas inexorable. Oui, la France a vocation à rester une grande nation industrielle. Oui, la France, avec ses entreprises, ses ingénieurs, ses ouvriers, peut relever tous les défis qui se présentent à elle. Depuis 2012, vous avez mis en place un arsenal qui est à la hauteur des enjeux. Les 34 plans de reconquête industrielle, le soutien au financement des entreprises avec la BPI, le pacte de compétitivité, la lutte contre les délocalisations et tant d'autres encore. Monsieur le ministre, ce matin, à la demande du président François Brottes, vous êtes venu devant les députés de la Commission des affaires économiques et nous vous en remercions pour répondre à leurs inquiétudes, leurs interrogations sur Alstom. Alstom, un fleuron industriel de notre pays, à la pointe dans deux secteurs stratégiques, l'énergie et les transports, vient de faire l'objet d'une offre par General Electric. Dès cette annonce, le président de la République, le Premier ministre et vous-même avez engagé des initiatives pour défendre les intérêts de la France et de ses salariés, de son appareil productif. Les 18 000 salariés français d'Alstom, les territoires qui accueillent les 21 sites, l'ensemble de nos concitoyens y sont très attachés. Comme nous, ils veulent que les ambitions industrielles au service de l'emploi et de l'innovation ne soient pas mises à mal par des logiques financières. Alors que General Electric vient de préciser les contours de son offre et que le conseil d'administration a annoncé qu'il privilégiait le scénario d'une vente à General Electric sans pour autant exclure d'étudier une éventuelle contre-offre, pouvez-vous nous détailler, Monsieur le ministre, les actions qui seront menées par le gouvernement dans les prochains jours pour continuer... La parole est à Monsieur Arnaud Montebourg, ministre de l'Économie, du redressement productif et du numérique. Madame la députée Frédérique Massat, vous l'avez mesuré, dans cette affaire Alstom, le gouvernement n'a pas accepté d'être mis devant le fait accompli. Notre première action a consisté à invoquer le décret de contrôle des investissements étrangers en France et de saisir, à travers le commissaire du gouvernement qui est sous mon autorité, l'autorité des marchés financiers, le gendarme de la bourse, afin que l'égalité de traitement entre l'offre General Electric et l'offre Siemens soit garantie. Cela nous a permis de gagner un mois. Hier, c'était 48 heures. Nous disposons désormais d'un mois. Ce qui est intéressant, c'est que si nous ne l'avions pas fait, mesdames et messieurs les députés, General Electric aurait déjà acquis Alstom. Donc nous avons un mois pour examiner l'ensemble des choix. Et je voudrais dire quel est l'état d'esprit du gouvernement. Premièrement, nous souhaitons la bienvenue aux investisseurs étrangers.
en France, américains ou allemands. Nous les en remercions. Mais nous souhaitons également leur dire que notre préférence va aux alliances et non pas aux absorptions. Nous préférons les alliances parce que la France est un grand pays industriel et qu'elle a réussi des alliances. Un bon exemple d'alliance est celle qui unit précisément General Electric avec Safran, anciennement Snecma, qui fabrique les moteurs d'avion, qui en a vendu depuis 50 années 25 000 dans le monde et qui permet à la France et aux Américains de General Electric de réussir un leader mondial dans le monde des moteurs d'avion. Nous avons donc dit avec le président de la République, nous souhaitons des alliances. Monsieur le président Immelt de General Electric n'y a pas répondu comme nous le souhaitions. Donc, la discussion commence, la négociation continue et nous entendons la parole est à nos monsieur intérêts. Sergio Coronado. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie, du Redressement productif et du Numérique. Alstom est donc une entreprise reconnue mondialement dans les secteurs de l'énergie et des transports, groupe intimement lié à l'histoire industrielle de notre pays, constructeur du TGV, fournisseur historique d'EDF et impliqué dans d'autres secteurs stratégiques, vivant en partie de la commande publique. Alstom est également une entreprise globale présente aux quatre coins du monde. Le 5 avril dernier, Alstom a livré le nouveau système de métro à Panama City. À Caracas, il participe au prolongement du métro et de sa principale ligne, comme il l'avait fait à São Paulo au Brésil. Alstom connaît certes des difficultés, notamment une capitalisation boursière en baisse, une conjoncture morose, une absence de marge de manœuvre financière. Sa taille le limite sur le marché international. Mais la situation du groupe est loin d'être aussi périlleuse qu'en 2003. Le groupe a enregistré 800 millions d'euros de bénéfices sur l'exercice 2012 et 2013 et a d'ores et déjà réalisé des investissements qui pourraient permettre son redressement. Sa situation est d'autant moins périlleuse qu'il intervient dans des secteurs en pleine expansion, comme la mobilité durable et les énergies renouvelables. Quelle urgence y a-t-il dès lors à démembrer un groupe industriel qui emploie près de 95 000 personnes dans le monde et 18 000 salariés en France, avec 20 milliards de chiffre d'affaires? La question qui se pose aujourd'hui n'est pas tant celle du nom du repreneur d'Alstom que celle des perspectives industrielles pour le groupe et ses salariés dans un monde globalisé et concurrentiel. Cette question à laquelle le gouvernement, en 2004, alors même qu'il était en capacité de le faire grâce à la nationalisation partielle autorisée par la Commission européenne, n'a pas donné de réponse. Monsieur le ministre, face au démantèlement de ce fleuron de notre industrie, quelle est vraiment la stratégie du gouvernement? Une nationalisation partielle et temporaire du groupe en reprenant la part de l'actionnaire principal Bouygues qui souhaite se désengager du capital et à qui l'État avait vendu ses parts, je le rappelle, est-elle envisagée sérieusement par le gouvernement? Quels sont les moyens que le gouvernement a pour faire émerger à l'échelle européenne un géant de l'énergie et des transports? Merci pour votre réponse. Merci. La parole est à monsieur Arnaud Montebourg, ministre de l'Économie. Monsieur le député, il n'est pas écrit que le démantèlement d'Alstom serait salutaire pour cette belle entreprise. Il n'est pas écrit que, de surcroît, ce démantèlement, ce dépeçage devrait se faire au détriment de nos centres de décision. Je n'ai pas envie que les 25 départements de France qui concernent toute cette Assemblée et avec leurs députés viennent nous voir en nous demandant des investissements futurs et à charge pour nous d'aller les demander dans le Connecticut. Il n'est pas écrit cela. Voilà pourquoi nous sommes battus pour qu'il y ait au moins le choix entre deux solutions de reprise. Et c'est la raison pour laquelle la proposition Siemens, qui n'a pas la préférence de Alstom aujourd'hui, est une proposition qui a le mérite d'être sur la table et d'intéresser le gouvernement. Pourquoi? Parce que lorsque nous faisons une alliance européenne, mesdames et messieurs les députés, nous avons des cordes de rappel. Lorsque Bosch, en France, désinvestit, Areva, en Allemagne, a des problèmes, nous parlons entre membres des deux gouvernements franco-allemands. Ce n'est pas le cas avec le gouvernement américain qui est fédéral et très éloigné des intérêts de ces entreprises, ne souhaite pas intervenir. Mais notre tradition du capitalisme rhénan, du capitalisme français, du capitalisme européen, c'est une coopération avec les pouvoirs publics. Voilà pourquoi nous avons sollicité Siemens et nous leur avons demandé de faire une proposition qui correspond aussi à nos intérêts industriels, humains, sociaux et économiques. À nous maintenant de nous positionner. Vous avez évoqué une troisième solution. Elle a été proposée par les syndicats. Elle a été évoquée ce matin par certains parlementaires de tous les bancs de cet hémicycle. Eh bien, nous les mettons à l'étude
car rien n'est jamais écrit et je ne suis pas un apôtre de la fatalité des marchés. Merci. La parole est à Monsieur Rudy Sall. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, avoir entamé la réforme territoriale par un changement de mode de scrutin dans les départements était une erreur. Cet aveu, c'est le vôtre, Monsieur le Premier ministre. Cet aveu, c'était hier, ici, devant la représentation nationale. Il était temps. Enfin, vous reconnaissez vos erreurs, vos errements, mais il vous aura fallu 2 ans. 2 ans durant lesquels nous avons eu de cesse de vous alerter. 2 ans de perdus pour nos territoires, qui sont les premières victimes de vos décisions. Depuis 2012, Monsieur le Premier ministre, vous vous êtes livré à un véritable tripatouillage électoral en modifiant un à un non seulement les modes de scrutin, mais aussi la carte des territoires et, cerise sur le gâteau, en reportant d'1 an les élections régionales et les élections cantonales. Ce que nous attendons d'une réforme territoriale, c'est une véritable rénovation de notre démocratie locale. C'est au territoire que nous devons donner des gages de confiance, car, Monsieur le Premier ministre, les territoires, c'est la croissance de demain. Les territoires, c'est une chance pour notre démocratie. Alors, aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, vous voulez corriger vos erreurs en rayant d'un trait de plume toutes les décisions prises auparavant, dont acte. Mais encore faut-il aller dans la bonne direction. Préconiser la suppression des départements en 2021, sans même préciser d'ailleurs à qui vous transférez leurs compétences. Diviser par 2 le nombre de régions, ce n'est pas ce que nous appelons une réforme territoriale digne de ce nom. Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin nous dire clairement quel est le projet politique du gouvernement en matière territoriale? Merci, Monsieur Sall. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, monsieur le député, il faut partir d'un constat S'il vous plaît. que nous pouvons partager. La décentralisation, initiée maintenant il y a plus de 30 ans par François Mitterrand, Pierre Mauroy et Gaston Defferre, a changé notre pays. Mais depuis, se sont accumulés un certain nombre de strates qui amènent parfois, disons-le, je le rappelais hier, de la confusion, à la fois pour les acteurs économiques et sociaux, mais surtout pour nos concitoyens. C'est cela qu'il faut changer. Changer un mode de scrutin, c'était nécessaire. Nous n'étions pas d'accord avec le conseiller territorial. Il fallait un nouveau mode de scrutin pour les élections départementales. Je l'ai présenté comme ministre de l'Intérieur. Là n'est pas le sujet. Ce que j'ai dit hier, c'est qu'il fallait commencer par les réformes de structure et par les questions de compétences. En partie, ça a été fait pour ce qui concerne les métropoles, et c'est ce qui doit être fait dans le prochain texte de loi que Mme Lebranchu portera avec M. Vallini sur les compétences des régions et notamment sur le pouvoir économique qu'elles doivent avoir. Mais ensuite, mettons-nous d'accord, si nous voulons à la fois réformer les structures du pays, celles de l'État et des collectivités territoriales, comme je le disais tout à l'heure, il faut des réformes profondes. C'est ce que j'ai annoncé à l'occasion du discours de politique générale. Vous êtes impatient, je peux le comprendre, un certain nombre de propositions seront faites. Nous voulons nous appuyer à la fois sur le travail qui a déjà été mené au Sénat par les sénateurs Raffarin et Cratinger pour ce qui concerne les régions, et puis nous ouvrons le débat sur les conseils généraux, sur les conseils départementaux. C'est un débat qui traverse tous les groupes. Le président de l'UMP a eu l'occasion de se prononcer dans ce sens. Ça veut dire que le débat est possible, ça veut dire qu'il y aura des oppositions, cela veut dire qu'il y a des consensus qui sont possibles, et c'est là-dessus que nous travaillerons. Oui, vous avez raison, pour que les compétences soient claires, à chaque collectivité doit correspondre une compétence. C'est aussi la raison pour laquelle nous souhaitons supprimer la clause de compétence générale. Et sur ce sujet-là, ce que je constate, c'est qu'au-delà des grandes réformes qui ont été portées par la gauche ou par la droite avec Jean-Pierre Raffarin, la dernière importante étant celle qui concerne, de mon point de vue, l'intercommunalité. Et il faut renforcer cette intercommunalité. Nous faisons tous le même constat. Donc, avec les mots et le constat qui sont indispensables, des propositions qui peuvent rassembler, le gouvernement avancera. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Luc Châtel.
Monsieur le Premier ministre, vos artifices de communication ne changeront rien. Vous avez subi hier un revers sans précédent sous la Ve République. Vous n'avez plus de majorité à l'Assemblée nationale puisque 46% des députés seulement soutiennent aujourd'hui votre action. Et ceux qui vous ont fait défaut hier, monsieur le Premier ministre, ça n'est pas des députés communistes, des députés écologistes. Ils vous ont quitté depuis longtemps. Ce sont 41 députés membres du groupe parlementaire du parti du président de la République. Et mes chers collègues socialistes, on peut comprendre votre désarroi. Vous avez été élus sur le discours du Bourget, où François Hollande promettait la guerre à la finance. Vous devez justifier aujourd'hui dans vos circonscriptions le gel des pensions et le matraquage fiscal des classes moyennes. Monsieur le Premier ministre, vous avez promis la vérité aux Français. Mais la vérité, c'est que sur les retraites, vous préférez geler les pensions et donc faire baisser le pouvoir d'achat des retraités parce que vous avez abaissé l'âge de départ en retraite. Sur les fonctionnaires, vous préférez moins rémunérer les fonctionnaires en gelant leur traitement parce que vous voulez recruter 60 000 postes de fonctionnaires supplémentaires. Sur les collectivités territoriales, vous demandez 11 milliards d'euros d'économies, mais vous envoyez immédiatement une facture d'1 milliard sur les rythmes scolaires. Sur Alstom, monsieur le Premier ministre, vous feignez d'organiser une solution européenne alors que derrière votre dos, le conseil d'administration d'Alstom a déjà choisi General Electric. Enfin, sur les finances publiques, vos 50 milliards d'euros ne sont pas des baisses de dépenses, ils sont des annulations, des économies par rapport à des hausses de dépenses. La parole est à monsieur Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Oui. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le ministre Châtel, je dis Monsieur le ministre parce que je fais référence à une période où vous avez exercé des responsabilités et que par là même, vous connaissez bien la situation de la France et que vous savez, par exemple, lorsque vous étiez ministre de l'Éducation nationale, que le point était gelé et que les effectifs diminuaient, que la France doit relever un certain nombre de défis qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui ne datent pas d'il y a 2 ans, qui ne date pas d'il y a 4 ans, mais qui est un processus continu de dégradation depuis plus de 10 ans de la situation de notre économie. C'est à cela, monsieur le ministre, que je vous appelle à débattre. Et à débattre avec le sérieux nécessaire. Ce qui ne veut pas dire les désaccords. Il y a des désaccords. Il peut y avoir des points de vue différents. Il peut y avoir des propositions différentes. Mais devant une telle situation de la France, devant cette dégradation continue depuis 10 ans, je pense que le mieux, c'est d'éviter des querelles de caractère politicien. Qu'est-ce qui a été adopté hier ? Qu'est-ce que le Parlement ici a adopté dans sa majorité ? Simplement, il a adopté un plan sur 3 ans pour redonner à nos entreprises des capacités d'investissement et d'emploi. C'est une bonne chose pour la France. Il a confirmé une position qui consiste à dire qu'on ne peut pas vivre avec une dette qui ne cesse d'augmenter. Comme vous le savez bien, elle a augmenté fortement lorsque vous étiez ministre. Il faut donc stopper cette hausse et il faut diminuer nos déficits. C'est ce qu'il a adopté et qu'il a adopté clairement et fermement. Et il a adopté ensuite un plan d'économie parce que nous voulons financer tout cela, non pas par des hausses d'impôts. Vous savez ce que sont les hausses d'impôts. Vous étiez ministre et il y a eu des hausses d'impôts fortes lorsque vous étiez ministre. Nous ne voulons pas le faire ainsi, nous voulons le faire par des baisses de dépenses, par des économies. Voilà ce qui a été adopté hier, dans la clarté, dans la sérénité, dans la sécurité, dans la visibilité. Et c'est ce que demandent les Français et demandent ceux qui nous observent à l'extérieur. Merci. La parole est à monsieur Razi Hammadi. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Nos quartiers populaires sont en première ligne dans la crise qui sévit. Taux de chômage supérieur à la moyenne nationale, qui dépasse le double quelquefois lorsqu'on parle du chômage des jeunes. Vous avez écrit, Madame la ministre, récemment pour indiquer votre feuille de route aux maires et aux préfets. Vous-même déploriez qu'il n'était pas normal que dans un département comme la Seine-Saint-Denis, moins d'1% des enfants de 2-3 ans étaient scolarisés, lorsque cette moyenne était de 13% au niveau national. Pourtant, nous n'avons pas ménagé nos efforts depuis 2 ans.
20% des emplois d'avenir ont bénéficié à ces quartiers, soit pour l'année 2013, près de 15 000 emplois. 40% de création d'emplois dans le domaine de l'éducation des plus jeunes et des 2-3 ans. En termes de sécurité, sur les 80 zones de sécurité prioritaires, 79 ont été créées sur des zones portant en elles-mêmes des quartiers bénéficiant de la politique de la ville. L'organisation de nos collectivités est au cœur aussi de la réponse qu'il nous faut apporter pour ce défi républicain. Et l'organisation budgétaire qui a permis d'abonder de 420 millions d'euros le fonds de péréquation est une première réponse. Madame la ministre, pourtant dans nos quartiers on nous demande d'aller plus vite, d'agir plus fort, d'éviter l'émiettement des moyens, l'éparpillement de l'action, le saupoudrage des ressources. Et c'est le sens de votre feuille de route qui s'inspire de la loi de programmation du 21 février 2014. Contrat de ville unique, 1300 quartiers prioritaires, 5 milliards d'euros budgétés sur la période 2014-2020 pour les nouveaux programmes de rénovation urbaine. Conseil citoyen, investissement d'avenir et mobilisation de la Caisse des dépôts et consignations au travers d'une enveloppe de 600 millions d'euros pour l'investissement économique et le développement de l'emploi. La lutte contre les discriminations au travers de l'action de groupe n'est pas en reste dans vos propos. Madame la ministre, nos quartiers ne demandent pas d'assistanat. Ils demandent le droit à l'avenir et le droit à la réussite auquel ils ont droit. Merci. Nous vous demandons de préciser... La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes, de la Ville et de la Jeunesse et des Sports. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Hammadi. Permettez-moi, avant de vous répondre, de rendre un hommage pour son action à François Lamy. Ces 2 dernières années, vous l'avez rappelé, un travail conséquent a été engagé. Et j'ai beaucoup lu dans les commentaires des observateurs ces derniers jours que je m'inscrivais dans la continuité de ce qu'il avait fait, mais je le revendique totalement. Je revendique cette continuité parce que sur un sujet aussi sérieux que la politique de la ville, je crois qu'il y en a assez des à-coups, des coups de boutoir. Il nous faut du travail de fond, rigoureux, exemplaire. C'est ce qui a été engagé, je le continue. Et en même temps, le périmètre un peu inédit de mon ministère me permet d'aller plus loin et plus vite. C'est une unité de commandement pour gagner du temps sur tous les sujets que vous avez évoqués. Aller plus vite sur quoi? Aller plus vite pour concentrer les moyens sur ceux qui en ont le plus besoin. Je l'ai rappelé ici hier, à la fin du mois de mai, nous connaîtrons les 1300 quartiers prioritaires et nous engagerons la signature des contrats de ville avec l'État, les collectivités locales et les grandes entreprises que nous impliquerons dans ces quartiers. Nous allons très vite connaître aussi les 200 d'entre eux qui bénéficieront de la rénovation urbaine pour désenclaver ces quartiers, pour les réhabiliter, les aménager, créer les transports utiles, en y associant en effet à chaque fois les habitants. Nous allons surtout agir sur l'emploi, car c'est la priorité de ces habitants. Et vous l'avez dit, 600 millions d'euros de programmes d'investissement d'avenir avec la Caisse des dépôts qui nous permettront de lever des investissements privés pour permettre de créer des équipements dans ces quartiers et de créer de l'emploi sur place. Enfin, j'en terminerai par là, vous avez évoqué la lutte contre les discriminations. Je sais que vous y êtes sensible, moi aussi. La magistrate Laurence Péco-Rivolier, il y a quelques mois de cela, m'avait remis un rapport sur le sujet. Nous allons en discuter avec les partenaires sociaux. Je compte bien avancer sur ce sujet, évidemment. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Olivier Marleix. Madame la ministre de l'écologie, depuis 6 mois, l'Assemblée nationale a mis en place une mission d'information pour aider le gouvernement à tenter à sortir du fiasco de l'écotaxe et tenter, je dis bien tenter, de trouver des solutions acceptables pour les entreprises, pour les transporteurs, pour les agriculteurs dans une conjoncture économique fortement dégradée. Alors, vous avez fait une entrée en matière tonitruante en proposant de tout remettre à plat. Pour l'instant, Madame Royal, vous n'avez réussi qu'à ajouter de la confusion. Confusion avec les solutions que vous évoquez. L'eurovignette aux frontières que vous suggérez en citant la Grande-Bretagne ne rapporte que 27 millions d'euros alors que c'est 1,2 milliard qu'il vous faut trouver. Et vous l'avez vous-même reconnu ce matin, sans cette ressource, il n'y aura pas d'infrastructure de transport nouvelle dans notre pays. Faire payer les sociétés d'autoroutes, soit, mais si c'est au prix d'une hausse des péages, cela sera contre-productif puisque l'objectif de l'écotaxe, c'est justement de ramener les camions sur autoroute. Confusion aussi en critiquant violemment ce matin le système de répercussion de cette taxe par les transporteurs, pourtant proposé, créé par votre propre secrétaire d'État, M. Cuvillier. Confusion enfin, Madame Royal, quant au calendrier de la décision du gouvernement. Notre mission vous remettra ses conclusions dans 15 jours, mais vous avez avoué ce matin que vous ne rendrez publique votre décision
qu'après les élections européennes du 25 mai. Tout cela, Madame le ministre, sent l'enfumage. Vous avez dit ce matin vouloir décider courageusement sans être impacté par les échéances électorales. Mais Madame Royal, le courage, l'honnêteté, oserais-je dire, c'est d'abord de dire aux électeurs ce que l'on veut faire avant les élections, pas après. Les Français ont trop connu le mensonge depuis 2 ans pour supporter de la part de votre gouvernement une manœuvre dilatoire supplémentaire. Allez-vous, oui ou non, rétablir l'écotaxe? Merci. La parole est à Madame Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Monsieur le député, je vous remercie de votre question qui me permet de redire un certain nombre de choses que j'ai dites ce matin devant la mission d'information que préside Jean-Paul Changuet, qui fait un travail remarquable. Je suis étonnée que vous caricaturiez le travail de cette mission. Mais c'est vrai que vous êtes expert en écotaxe, parce que c'est le gouvernement que vous souteniez qui a inventé ce dispositif. Et si c'était si simple que cela, une décision prise en 2007 par le gouvernement UMP, c'est-à-dire il y a maintenant plus de 8 ans, serait maintenant appliquée. Nous héritons donc de cette difficulté et en effet, nous la remettons à plat. Nous allons écouter le rapport de la mission d'information. Nous allons écouter le rapport de la commission d'enquête du Sénat qui sera rendu le 25 mai et vous comprendrez que le gouvernement qui examinera ces propositions et qui ensuite arbitrera ne pourra pas se prononcer avant la fin du compte-rendu de ces missions. Si nous le faisions, vous critiqueriez cette façon de faire et donc en effet c'est après le 25 mai que nous déciderons en fonction du compte-rendu de ces missions. C'est le respect dû à la représentation nationale. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Nicolas Sansu. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Économie, à la veille du débat sur la transition énergétique et alors que se déroulent en catimini des négociations sur le traité transatlantique qui repose sur le démantèlement des règles sociales et environnementales, le groupe Alstom a brutalement décidé de céder sa branche énergie à une entreprise étrangère. Hier, il a annoncé accueillir favorablement l'offre ferme de 12,350 milliards d'euros de General Electric. La rapidité, le secret, le mépris dans lequel ont été tenus les salariés, les syndicats, l'État et la représentation nationale illustrent les méthodes d'un capitalisme financier sans foi ni loi. Au printemps 2004, pour sauver Alstom, l'État avait alors acquis 21% du capital avant de revendre le tout à Bouygues 2 ans plus tard. La droite porte à l'évidence une lourde responsabilité dans la situation actuelle. L'État doit aujourd'hui prendre toutes ses responsabilités pour éviter le dépeçage de ce fleuron de l'industrie française. Alstom vit de la commande publique à travers les commandes de la SNCF, Areva, EDF ou bien des régions. Vous avez rappelé vous-même, Monsieur le ministre, que le groupe fabrique les turbines des chaudières nucléaires d'EDF, notamment de l'EPR, et donc qu'il est un pilier essentiel de notre indépendance et de notre sécurité énergétique. Nous ne pouvons mettre en péril la maîtrise publique des choix opérés dans les secteurs clés de l'énergie et des transports, en plein développement avec les nécessités de la transition écologique. Reprendre le contrôle du destin économique et industriel de notre pays est une absolue nécessité. L'État ne peut rester dans la posture de spectateur ou d'arbitre. Monsieur le ministre, il y a une troisième voie à General Electric ou à Siemens. Allez-vous décider de la seule mesure qui s'impose pour préserver la cohérence du groupe et de la politique énergétique de la France, l'augmentation de la participation de l'État au capital d'Alstom, au moins jusqu'à la minorité de blocage par le Fonds stratégique d'investissement, pour peser sur les décisions stratégiques futures? Merci. La parole est à Monsieur Arnaud Montebourg, ministre de l'Économie, du Redressement productif et du Numérique. Monsieur le député Nicolas Sansu, je voudrais d'abord dire, je pourrais le dire d'ailleurs à chacun des députés dans cet hémicycle, quel que soit leur banc ou leur sensibilité, que le gouvernement souhaite travailler dans un état d'esprit d'union nationale autour d'Alstom. C'est la raison pour laquelle j'ai reçu les 5 centrales syndicales à Bercy pour partager des informations avec elles. J'ai sollicité chacun des groupes de l'Assemblée pour que nous puissions partager les informations dont nous disposons et éventuellement se mettre d'accord ou pas sur la stratégie qui maintenant s'ouvre à nous. Nous avons gagné du temps. Nous avons 1 mois devant nous. Nous avons, c'est vrai, 2 solutions, dont une qui a la préférence d'Alstom. À nous de voir comment nous pouvons décider. Soit les offres s'améliorent et nous donnent une satisfaction avec lesquelles nous pouvons trouver un accord et un compromis qu'aujourd'hui General Electric ne nous a pas donné, soit nous avons la solution Siemens et auquel cas il faudra que nous convainquions
le management d'Alstom qui ne semble pas décidé à travailler avec, soit il y a d'autres voies que nous explorons. Je vous indique, monsieur le député, que nous les avons mises à l'étude, car nous ne sommes pas surpris par la nécessité qu'Alstom doive nouer des alliances au plan mondial et international. Il ne s'agit pas d'abandonner la souveraineté française sur Alstom. Il s'agit de nouer des alliances égalitaires, puissantes. Elles peuvent être européennes, elles peuvent être aussi extra-européennes. Nous avons notre idée sur le sujet. C'est une des raisons pour lesquelles, par anticipation des problèmes que nous connaissons, car nous n'aimons pas être pris par surprise, nous avons fait un travail dès le mois de février, qui a été terminé au mois de février, sur ce sujet. Tout est sur la table et je souhaiterais partager avec vous ces informations et j'espère que nous pourrons prendre la décision ensemble dans l'intérêt de la nation. Merci. La parole est à Monsieur Philippe Meunier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères et j'associe ma collègue Valérie Boyer. En Syrie, des milliers d'islamistes procèdent actuellement à un nettoyage ethnique, religieux et culturel en attaquant le territoire de Kassab, territoire habité par des familles syriennes d'origine arménienne rescapées du génocide de 1915 perpétré par la Turquie. Ces djihadistes commettent ces atrocités à l'encontre de la population civile en bénéficiant de soutien provenant du territoire turc. Ces violents combats ont aussi pour conséquence de rendre le désarmement chimique de la Syrie plus difficile. En effet, situé à quelques kilomètres du port de Latakia, il paralyse l'évacuation par la communauté internationale de ces armes non conventionnelles appartenant à l'armée syrienne. Depuis 3 ans, à Kassab, Alep et dans de très nombreuses villes de ce pays, les minorités chrétiennes subissent le martyre. La Syrie ne compte plus ces hommes égorgés, crucifiés, ces femmes violées puis tuées par ces islamistes dont plusieurs centaines, nourris au sein même de notre République, sont partis de nos quartiers pour accomplir leurs crimes. Les députés UMP se sont opposés à une intervention de nos forces armées contre la Syrie. Intervention armée souhaitée par François Hollande qui n'aurait eu pour résultat que de servir les intérêts de cette internationale djihadiste. Les faits nous ont donné raison. Aujourd'hui, il s'agit pour ce gouvernement d'assumer ses responsabilités au nom de la protection des minorités et de l'élimination des armes chimiques en Syrie. Ma question est donc simple et exige une réponse claire, Monsieur le ministre. Allez-vous demander à la Turquie de prendre les mesures nécessaires afin de mettre fin à la présence de ces bases islamistes sur son territoire, bases arrières qui permettent à ces criminels de commettre leurs atrocités et qui empêchent le bon déroulement du désarmement chimique de la Syrie? Merci. La parole est à Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Monsieur le député, sur la protection des minorités, je pense que nous serons absolument d'accord. Rien ne justifie, rien ne peut expliquer, rien ne peut excuser que des minorités, quelles qu'elles soient massacrées comme elles le sont. Et là-dessus, donc, c'est un point d'accord total entre nous. Que nous puissions faire des démarches à l'égard des pays circonvoisins, nous le faisons. Et là aussi, je vous en donne acte. Maintenant, là où je pense qu'il ne faut pas tout mélanger, c'est lorsque, à partir de cette demande parfaitement justifiée que nous appuyons, qui est la vôtre, vous laissez entendre que la politique qui a été menée par la France, comme par d'autres pays, serait dans ce pays contestable. Et en particulier lorsque vous dites, cela m'a frappé à écouter votre question, que c'était une erreur, je crois ne pas me tromper à avoir entendu votre question, que de menacer la Syrie au moment où des armes chimiques étaient brandies d'une intervention. Je ne partage pas votre sentiment. Je pense que si, à ce moment-là, autour de la France, la Grande-Bretagne, qui n'a pas pu le faire pour les raisons que l'on sait, et les États-Unis d'Amérique étaient intervenus sur la base de ce qu'on a appelé les lignes rouges, non seulement l'attitude du gouvernement de M. Bachar el-Assad aurait dû être différente, mais la crédibilité des interventions occidentales, y compris par rapport à la Russie, aurait été différente. Et je pense qu'à cette époque, une erreur a été commise qui ne dépend pas de la France. Maintenant, Monsieur le député, je veux conclure, quitte à continuer la conversation avec vous, j'en suis tout à fait d'accord. On a tendance en France, malheureusement, comme dans d'autres pays, parce qu'il y a la crise ukrainienne, parce qu'il y a d'autres crises, à oublier ce qui se passe en Syrie, ce qui est absolument dramatique. Jour après jour, il y a des dizaines et des dizaines de tués. Il va y avoir la parodie de l'élection de M. Bachar el-Assad. Je veux dire qu'un homme qui est responsable de la mort de 150 000 personnes ne peut pas être l'avenir de son peuple. La parole est à M. Frédéric Barbier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Décentralisation, de la Réforme de l'État,
et de la fonction publique. Dans son discours de politique générale, le Premier ministre a dessiné une ambition forte pour réformer l'organisation territoriale de la France. Les mesures qu'il a déclinées sont courageuses. Diviser par 2 le nombre de régions avant 2017, supprimer les conseils départementaux à l'horizon 2021, supprimer la clause de compétence générale et revoir la carte des intercommunalités d'ici à 2018. Cette ambition, beaucoup d'élus en ont parlé, mais personne n'avait jusque-là eu le courage de la mettre en œuvre. Pourtant, cette réforme est depuis longtemps réclamée par nos concitoyens qui se perdent dans le désormais fameux millefeuille territorial. Alors oui, la réforme de structure que nous portons va améliorer la lisibilité et l'efficacité de l'action publique territoriale. Elle doit permettre de mieux faire vivre la démocratie locale et la proximité auquel nos concitoyens sont légitimement attachés. Elle est d'ailleurs indissociable de la réforme de l'État. Madame la ministre, ce courage, cette volonté et cette ambition suscitent de l'intérêt chez nos concitoyens, mais aussi, c'est évident, une forme d'inquiétude quant au devenir des grands services publics assumés par les collectivités territoriales. Notre majorité n'envisage pas de revenir sur les missions assumées par les territoires. Ces missions sont essentielles dans le monde rural comme dans nos villes. Plus que jamais, les structures et l'organisation administrative doivent être au service des politiques publiques locales qui protègent les citoyens, qui accompagnent les territoires et qui concourent à la force de notre pays. Alors, Madame la Ministre, ma question est simple. Pouvez-vous nous dire quel calendrier et quelle méthode compte emprunter le gouvernement pour réussir cette grande réforme territoriale qu'attendent les Français? Merci. La parole est à Madame Marylis Lebranchu, ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique. Merci, Monsieur le Président. D'abord, Monsieur Barbier, membre de ce gouvernement sous l'autorité de Manuel Valls, permettez-moi de vous remercier pour le travail que vous avez conduit pendant ces derniers mois et qui nous a beaucoup apporté, nous a permis de progresser. Le Premier ministre l'a dit hier et a tenu à le rappeler tout à l'heure. Il faut effectivement accélérer les réformes pour préparer l'avenir. Vous avez raison. Et l'objet de la grande réforme territoriale dans laquelle le gouvernement est engagé répond à votre question. Il y a un cap, mais il faut une méthode. Le cap, vous l'avez rappelé, réduire le nombre de régions, renforcer l'intercommunalité, c'est le vœu de tous les parlementaires sur tous les bancs, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Supprimer les syndicats intercommunaux redondants, supprimer un échelon, vous l'avez rappelé, le conseil départemental. Pour cela, effectivement, vous avez raison, il faut une méthode. Cette méthode, le Premier ministre a tenu à la présenter lui-même aux grandes associations d'élus et aux parlementaires, à la fois une concertation, un dialogue. Comment l'organiser? D'abord, s'adresser aux régions de France. Et s'adresser aux régions de France en leur disant, vous pouvez faire des propositions, mais effectivement, il y a une date limite et avec les commissions ad hoc, autant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, nous parlerons du redécoupage nécessaire si nous n'avons pas de solution globale. Pour l'intercommunalité, mutualisation, vous l'avez tous demandé, mais aussi fusion nécessaire. Pour les syndicats intercommunaux, dont je rappelle, par exemple, que leur budget d'investissement est de 17 milliards d'euros, mais que le budget de fonctionnement est de 9 milliards d'euros. Comment allons-nous pouvoir pousser les intercommunalités à absorber un certain nombre de compétences? Concrètement, pour l'ensemble de ces questions, le Premier ministre a proposé qu'il y ait un groupe simple, l'exécutif, les représentants du Parlement et les grands représentants des associations d'élus, pour dire en particulier que nous sommes attachés au service public. Et pour ce qui concerne la solidarité, les départements seront remplacés. La parole est à Monsieur Alain Tourret. Monsieur le Premier ministre, la peine de mort reste le symbole éhonté de la barbarie. La France, patrie des droits de l'homme, s'est engagée, elle s'est engagée d'ailleurs bien tard, en 1981, dans l'abolition. Et le discours de Robert Badinter restera pour nous tous et pour toujours une référence. La peine de mort continue d'être appliquée dans une grande démocratie, les États-Unis d'Amérique. Et la mise à mort hier, en Oklahoma, s'est révélée être une torture aussi raffinée qu'insupportable, digne du supplice de la roue sous l'Ancien Régime. Aujourd'hui, nous apprenons que 683 partisans de l'ancien président Morsi de l'Égypte viennent d'être condamnés à mort. Ce procès de masse est l'un des plus grands procès de l'histoire contemporaine. Le tribunal égyptien
a empêché les avocats de la défense de seulement prendre la parole. Ce verdict immonde a été condamné par l'ONU, par l'Union européenne et notre ministre des Affaires étrangères. Notre ami Laurent Fabius a rappelé son opposition à la peine de mort à cette occasion. L'Égypte, qui exécutait rarement ses condamnés à mort, se prépare, selon Amnesty International, à rendre effectives ces condamnations. La France doit s'engager résolument contre la peine de mort, aller au-delà des condamnations de principe. Elle doit devenir le symbole mondial de l'abolitionnisme. Elle doit lutter de toutes ses forces pour l'abolition universelle de la peine de mort. Est-ce bien la volonté du gouvernement? Quelles mesures compte-t-il prendre? Et il serait particulièrement significatif, Monsieur le Premier ministre, que vous vous rendiez en personne au mois de juin prochain à Madrid, à l'occasion du Congrès mondial contre la peine de mort, avec une délégation, je le souhaite, de tous les groupes de l'Assemblée nationale. Merci. La parole est à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le député Alain Touré, sur la question de la peine de mort, et je pense quels que soient les groupes, la position de la France, c'est non partout et non quelles que soient les circonstances. C'est un trait constant de la diplomatie française à travers la diversité des gouvernements. Et vous le savez bien, puisque vous suivez cette question avec beaucoup de passion et d'attention, nous avons toute une série d'actions en ce sens. Et en particulier, nous étions co-organisateurs l'an dernier du Congrès de Madrid. Et au début de chaque session de l'Assemblée générale des Nations unies, nous sommes là pour rassembler autour de nous, du moins nous y attachons, le maximum de pays. Maintenant, l'Égypte. 683 condamnations à mort. J'ai demandé, et il le fait cet après-midi même, à notre chargé d'affaires de faire au Caire une démarche spécifique auprès du gouvernement égyptien, pour lui dire que quelles que soient les difficultés que nous connaissons et qui sont immenses, quelles que soient les oppositions qui ont existé, ce type de condamnation prononcée, je pourrais dire, à l'abattage, n'est absolument pas acceptable, ni là-bas, ni dans aucun pays du monde. On ne construit pas la paix civile avec des exécutions de masse, fussent-elles prononcées par les tribunaux. On construit la paix par la réconciliation, et cela vaut pour l'Égypte comme pour toutes les nations du monde. La parole est à Monsieur Marc Le Fur. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à vous, Monsieur le Premier ministre. Par deux fois, vous vous êtes longuement exprimé à cette tribune. C'était des propos très argumentés, très articulés. Ce qui est surprenant, c'est qu'un certain nombre de thèmes étaient complètement absents de vos propos. Et je pense en particulier à quelques grands thèmes sociaux. Je pense à l'application de la loi de 2005 sur le handicap. Vous n'avez pas dit un mot, alors même que cette loi, tout au moins dans son calendrier concernant l'accessibilité, est remise en cause par un projet de loi au Sénat. Alors même qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'accessibilité, alors même que les associations d'handicapés sont très remontées contre ce projet. Pas un mot non plus sur les grands fléaux sanitaires, le cancer, la maladie d'Alzheimer, qui avaient jusqu'à présent mobilisé les chefs de gouvernement jusqu'à présent. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez geler un certain nombre de dépenses sanitaires. Est-ce que, au moins, ces grandes préoccupations seront épargnées? Et puis également, très peu de choses sur quelque chose qui préoccupe nos concitoyens, c'est tout ce qui touche à l'autonomie et à la dépendance. L'équation, elle est simple. Un établissement, c'est pour une personne âgée au moins 1 700 €. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait la famille si la retraite correspond à la moitié de cette somme, voire parfois au tiers de cette somme? Chacun d'entre nous vit cela dans sa permanence. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait alors même que, vous l'avez dit, les retraites vont être gelées? C'est extrêmement surprenant qu'un gouvernement qui se dise de gauche soit complètement absent de ces sujets sociaux, de ces sujets qui préoccupent nos concitoyens. Monsieur le ministre, j'attends là-dessus des précisions, des éléments de calendrier. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Marc Le Fur, je crois que vous avez manqué d'attention hier à écouter le Premier ministre,
car il s'est prononcé sur les sujets que vous avez évoqués, en martelant même l'exigence qui est la nôtre et que je suis heureuse de vous voir partager, de voir conforter notre modèle social. Nous sommes dans une période où nous avons besoin, pour l'attractivité de notre pays, de faire des économies. Mais ces économies ne sauraient se faire au détriment de la qualité de la prise en charge de nos concitoyens, de l'universalité de notre modèle social et de la qualité des réponses qui sont apportées. Alors vous posez des questions précises. Sur l'accessibilité, a été voté au Sénat, il sera présenté à l'Assemblée nationale dans quelques jours, un projet de loi d'habilitation présenté par Ségolène Neuville qui va permettre d'inscrire dans le temps le principe absolument essentiel de la mise en place de mécanismes d'accessibilité dans les lieux publics. Mais, comme elle l'a dit elle-même, il faut savoir être réaliste. Et c'est une demande d'ailleurs des professionnels, faire en sorte que le principe de l'accessibilité se décline avec la mise en œuvre des conditions concrètes de la réalisation de cette accessibilité. Nous avons, avec les associations, mis en place des agendas de l'accessibilité dans le temps. La loi en direction des personnes âgées et pour l'autonomie, le Premier ministre l'a annoncé hier, sera présentée, arrivera au Parlement avant l'été. Cela nous permettra de discuter ensemble de cette grande avancée que vous avez longtemps évoquée sans rien réaliser et qui va nous permettre de mettre en place la mise en place d'un droit à l'autonomie pour l'ensemble de nos concitoyens. La parole est à Monsieur Avi Assouli. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, mes chers collègues, en décembre 2013, Bangui et de nombreuses autres localités étaient en proie à une violence inouïe. La République centrafricaine sombrait alors dans une situation qualifiée de pré-génocidaire par de nombreux observateurs internationaux. Face au chaos, la France a pris ses responsabilités en lançant l'opération Sangaris avec ses partenaires africains rassemblés dans la MISCA. Par cet acte de grandeur et de courage, le président de la République a pris une décision forte, une décision fidèle à ce qu'est la France, une décision fidèle à nos valeurs. Depuis, les femmes et les hommes de nos armées sont engagés sur ce difficile terrain et très périlleux. Sur tous les bancs de cette Assemblée, nous savons ce que nous devons à l'action et au dévouement de nos soldats au service de la patrie. Monsieur le ministre, la situation RSA demeure difficile, marquée par les tensions et la violence. Catherine Samba-Panza, la présidente, et son gouvernement œuvrent pour offrir un nouvel avenir à un peuple meurtri et déchiré par les confrontations sanglantes entre Sekela et Anti-Balaka. Au début du mois d'avril, le Conseil de l'Union européenne a finalisé la constitution de l'EUFOR SCA. 12 autres États membres ainsi que la Géorgie ont décidé de rassembler leurs forces au service de la paix en Centrafrique. Cette initiative marque un progrès dans la capacité des Européens à intervenir militairement et politiquement sur la scène internationale. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire quel sera l'impact de cette nouvelle force qui sera définitivement déployée à la fin du mois de mai? Merci. La parole est à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur Avi Assouli, je voudrais d'abord, avant de répondre à la question, rendre hommage à celui qui pose la question, comme l'ont fait à l'instant vos camarades. Vous m'interrogez sur la situation en Centrafrique. J'ai dit souvent que dans ce pays où nous sommes intervenus à la demande de la communauté internationale et pour éviter ce qu'il faut bien appeler un risque de génocide, tout repose sur un triangle qui est d'ailleurs, même si c'est dans des circonstances différentes, que le même que celui du Mali. Il faut à la fois une action militaire, sécuritaire, il faut une action démocratique et il faut une action pour le développement. Et c'est seulement si les trois côtés du triangle sont réunis qu'on peut avancer. S'agissant de la sécurité, la situation reste très difficile parce que entre Ex-Seleka, Anti-Balaka, les affrontements sont constants
Et les soldats français, comme les soldats africains, font un travail absolument magnifique. Nous avons obtenu que les Nations Unies envoient 12 000 hommes au mois de septembre. D'ici là, il y a une montée en régime. Les Européens nous ont rejoints. Je ne veux pas dissimuler les difficultés qui existent, mais le travail fait permet d'avancer et c'est le sens de votre question, de rendre hommage à nos forces. C'est d'ailleurs là-dessus que je voudrais conclure, M. Assouline, en sachant que cette conclusion, vous la faites vôtre. Je veux, mesdames et messieurs les députés, qu'il s'agisse de la Centrafrique, qu'il s'agisse du Mali, qu'il s'agisse de tous les terrains d'opération sur lesquels sont nos soldats, rendre hommage au courage et à la compétence dont ils font preuve. Ils sont l'honneur de la France. Merci. La parole est à Monsieur Lionel Tardy. Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre et porte sur la situation des taxis et des voitures de tourisme avec chauffeur. Monsieur le Premier ministre, il est grand temps qu'une réponse équilibrée soit trouvée pour régler le problème des taxis et des VTC qui tournent régulièrement au conflit. Lorsque vous étiez ministre de l'Intérieur, vous avez essayé de régler cette question par des mesurettes réglementaires sans cohérence. Lorsque j'ai voulu soulever le débat, ici même, dans le cadre du projet de loi consommation, il m'a été opposé une fin de non-recevoir. Cette absence de vision gouvernementale a conduit votre prédécesseur à se délester du sujet et à confier une mission au député Thévenoud, qui a rendu son rapport la semaine dernière. Ce rapport a le mérite d'entrouvrir des pistes, mais je crains qu'il n'apporte pas de solution durable. En effet, il ajoute des contraintes, obligations et interdictions, là où le secteur aurait plutôt besoin d'air, comme le montre le prix prohibitif des licences pour les taxis. Vouloir interdire, par exemple, l'utilisation d'applications mobiles de géolocalisation au VTC est un non-sens pour un gouvernement qui prétend soutenir l'innovation. Je n'ose imaginer que vous retiendrez cette idée, car au XXIe siècle, interdire l'utilisation de technologies modernes dans le seul intérêt de préserver les acquis de certaines professions est une absurdité. Cela vaut également pour tous les textes que nous examinons. La technologie doit au contraire être accessible à tous et notamment bénéficier aux usagers des transports qui trop souvent se plaignent d'être en manque d'informations. Monsieur le Premier ministre, quelle suite allez-vous donner à ces recommandations et aux autres? Il ne s'agit pas de vous en remettre au Parlement et aux parlementaires lorsque cela vous arrange. Il vous appartient désormais de trancher et de trouver une solution durable. La parole est à Monsieur Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. Monsieur le député Lionel Tardy, les questions qui se posent sur les taxis en France, et notamment à Paris, en région parisienne, se posent encore plus durement dans d'autres capitales européennes. À Berlin, à Bruxelles, le débat fait rage, les décisions des tribunaux interviennent de façon très dure. Et moi, je voudrais vous dire, après avoir rendu hommage au rapport de monsieur le député Thomas Thévenoud, que c'est un sujet difficile. C'est un sujet où il faut trouver une formule d'équilibre entre des gens qui travaillent dur dans les taxis aujourd'hui, qui ont payé chèrement pour avoir le droit de travailler. Vous parlez d'acquis, je voudrais vous dire que c'est le droit de travailler qui leur a coûté si cher et qui mérite d'être entendu et respecté. Et il y a aussi des compagnies innovantes qui utilisent les technologies numériques auxquelles nous devons faire une place. L'autre travail, c'est la recherche de l'équilibre. Et c'est ce qui m'animera après le dépôt du rapport Thévenoud, et nous en reparlerons ensemble. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur le député, le gouvernement prendra ses hautes responsabilités. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Bouillonnec. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Justice, garde des Sceaux. Ils sont aux côtés des magistrats qui, sans eux, ne peuvent siéger et rendre la justice. Sans leur présence, les avocats, les huissiers et autres auxiliaires de justice ne pourraient pas exercer les missions que la loi leur confère pour la mise en œuvre des droits de chacun. Sans leur présence, les justiciables ne seraient pas accueillis dans les juridictions et plus particulièrement dans celles qui exercent des compétences de proximité au quotidien de la vie de nos concitoyens. Ce sont leurs compétences, leur professionnalisme, leur sens du service public, leur dévouement qui rendent possible que la justice, au-delà de ses difficultés institutionnelles,
budgétaire et réglementaire, continue d'assumer effectivement sa responsabilité pour notre démocratie et notre État de droit. Vous l'aurez compris, Madame la Ministre, j'évoque les personnels des greffes de nos tribunaux. Depuis plusieurs semaines, ils traduisent collectivement et publiquement, ce qui est inédit pour un corps de fonctionnaires singulièrement discret et peu enclin au tumulte, des revendications sur leur place dans l'institution judiciaire, sur leurs conditions de travail dégradées, leur statut professionnel, leur rémunération, dont ils considèrent qu'elles ont été les grandes oubliées de toutes les évolutions que la justice a connues ces dernières années. Au-delà de ces demandes qu'il ne faut surtout pas placer au rang de corporatisme, c'est un mal très sérieux, un manque de reconnaissance chronique et un ressentiment d'injustice qu'ils traduisent en se considérant trop souvent confinés à une place de subordonnés et d'accessoires. Dans la loi de finances 2014, vous avez engagé des démarches de revalorisation des catégories les plus modestes de ces fonctionnaires et des actions volontaires de recrutement pour en augmenter les effectifs. Dans le grand chantier sur la justice du XXIe siècle, vous avez dessiné les progrès à accomplir en direction et en soutien de ces personnels. Madame la Ministre, pourriez-vous nous préciser l'état actuel de ces discussions et bien au-delà, le sens de l'action que vous entendez conduire pour préserver la place qu'ils doivent occuper et la reconnaissance qu'il nous faut leur donner, la mérite qu'inspire leur travail et l'estime dans lequel nous devons continuer à les tenir. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Yves Le Bouillonnec, je veux d'abord saluer la constance avec laquelle vous-même et d'autres parlementaires vous vous préoccupez de la situation des fonctionnaires de justice, des magistrats, mais également des greffiers et des fonctionnaires de catégorie C, les conditions matérielles de leur situation et leurs conditions de travail. Le corps des greffiers en chef et des greffiers n'a effectivement pas connu de revalorisation statutaire depuis une dizaine d'années. Ils sont près de la moitié, 42% aujourd'hui, à plafonner au dernier échelon sans aucune perspective d'amélioration de rémunération. Nous avons décidé, bien entendu, de considérer leur situation parce qu'ils sont essentiels au fonctionnement de nos juridictions. Ce sont les techniciens de la procédure, ce sont eux qui permettent d'authentifier la procédure et donc de sécuriser juridiquement les décisions. Vous vous souvenez que dès la présentation de notre premier budget, nous avons dit notre préoccupation sur leur situation. Nous avons travaillé avec le ministère de la fonction publique et le ministère du budget, de sorte que nous avons été en mesure, dès le 11 avril, de commencer des discussions avec les représentants syndicaux. Dans le cadre de la réforme de l'organisation judiciaire du fonctionnement des juridictions et malgré la situation financière contrainte, nous sommes en mesure de proposer une évolution substantielle de la grille indiciaire et nous avons proposé donc aux organisations syndicales un niveau de grille qui est bien supérieur à ceux qu'ils ont connus en 2009, ce qui correspond à environ pour les hauts de carrière à 140 € d'amélioration de salaire par mois, à 220 € pour ceux qui assument de fortes responsabilités. C'est une situation qui s'améliore, mais c'est une situation qui reconnaît simplement les mérites de ces fonctionnaires exceptionnels. Il reste la situation des adjoints administratifs et des fonctionnaires de catégorie C, mais nous travaillons également avec leurs représentants.